C'est une mécanique ou c'est une vraie, là? On va tourner. On va tourner. Qui sait? Bonjour, je m'appelle Benjamin Hogg, je suis directeur général des films du 3 mars et bienvenue au Jardin secret F3M. Ben oui, on a décidé de s'organiser notre propre show. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que justement, on s'ennuyait. On s'ennuyait depuis 1 an sans les réalisateurs, sans les champagnes showbiz. Et on s'est dit, il est temps qu'on rencontre les réalisateurs, réalisatrices avec qui on travaille, puis qu'on se fasse un peu de fun. Alors, qui dit fun, nécessairement, dit aussi vin, alcool et autres plaisirs. Et c'est ça qui va arriver dans la prochaine heure. Je vais poser des questions un petit peu pertinentes des fois, mais bon, comme j'ai dit, chaud d'été dit aussi légèreté. Donc, au cours de l'émission, mesdames et messieurs, on va recevoir Océane Roux, Marie-Ève Chabot, Alia Fafin, Emmanuel Tardif, Émilie Beaulieu-Guérette et Jean-François Lesage. Chers amis, soyez donc prêts parce qu'on va débuter ça maintenant. Les portes du jardin secret s'ouvrent. Soyez prêts pour des plaisirs et de la folie. Vous avez vu dans cette formidable intro mes collègues avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours et qui vont m'accompagner aussi pour ce beau programme. Je suis très heureux de les avoir avec moi. Mais c'est déjà le moment de découvrir notre prochaine invitée qui est finissante du baccalauréat en cinéma de l'École des médias de l'UQAM. Elle nous a proposé un magnifique court-métrage documentaire qu'on a décidé de prendre dans notre catalogue et qui se nomme Le Vent du Sud. C'est quelqu'un avec beaucoup de talent et que je n'ai jamais rencontré en vrai, jamais rencontré même en Zoom. Donc, c'est la première fois que je la découvre aujourd'hui avec vous, chers spectateurs, spectatrices. Donc, j'invite Océane Roux. Bonjour, Benjamin. Bonjour. C'est une première? Ben oui, c'est une première. Content. Et merci à Alice, donc collègue, pour cette magnifique petite introduction. Ça va bien? Oui, toi? Alors, super content de te rencontrer. Première fois? Oui. Et donc, on travaille avec toi pour le film Le Vent du Sud, un court-métrage documentaire qu'on aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est un court-métrage documentaire que j'ai réalisé dans le cadre de la fin de mes études en cinéma. Ça explore la terre d'origine de mes grands-parents, qui est le nord de l'Ontario. C'est ça, c'est un lieu que j'ai visité plus jeune de nombreuses reprises, donc j'avais quand même un attachement personnel à celui-là. Puis c'est un lieu qui en ce moment est en changement, donc j'explore ce changement-là dans le film Le Vent du Sud. C'est intéressant dans le film, c'est un film sur des communautés, si ma mémoire est bonne, c'est bien des Amish? Des Mennonites. Des Mennonites. On confond souvent, alors Oui. toi, j'ai confondu, donc c'est bon de préciser. Et justement, la communauté franco-ontarienne, qui est aussi dans le nord de l'Ontario, qui est là. Puis, c'est assez fascinant. Est-ce que tu peux nous en dire? Peut-être qu'on va être obligé de révéler des secrets quand même, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette rencontre-là entre ces deux communautés qui se fait par l'intermédiaire, si tu veux, de la terre, par l'agriculture? Alors, comment ça se passe dans ce film-là? Dans le fond, c'est ça, la communauté d'origine de ce village-là qui s'appelle Val-Gagné. C'est des Franco-Ontariens qui ont été s'installer au début des années 1900. Il n'y avait absolument rien à ce moment-là sur ces terres-là. Donc, c'est vraiment eux qui ont défriché les terres, qui ont rendu ça accessible pour l'agriculture. Puis ensuite, c'est ça. À ce jour, comme dans plusieurs villages du nord de l'Ontario, Val-Gagné faisait face à l'exode rural. Les gens partaient plus vers le sud pour les études, le travail. Donc, il y avait une certaine tristesse dans cette communauté-là de voir tout le travail de leurs ancêtres, si vous voulez, qui étaient laissés à l'abandon. Mais c'est ça, depuis comme les 5 dernières années, il y a une communauté de Mennonites, justement, qui est arrivée, venant du sud, eux, qui ont monté vers le nord, puis qui rachètent toutes les terres des environs, puis qui leur redonnent vie, dans le fond. Donc, autant c'est spécial pour cette communauté-là de devoir en rencontrer une autre, mais en même temps, ça redonne vie à leur village, puis ça lui donne un second souffle. Parce que c'est ça, on pourrait avoir le premier réflexe. Il y a des étrangers qui arrivent, qui prennent nos terres.
On aurait pu penser justement que la communauté francophone aurait été un peu réticente, mais ils y voient beaucoup de positifs quand même là-dedans, parce que justement, on fait revivre la Terre. Oui, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce sujet-là. Je trouvais ça rafraîchissant de voir comment une communauté a décidé finalement d'en accueillir une autre. Tu sais, bien que ça s'est pas fait comme dans la fête, c'était quand même... Au début, c'était la curiosité, puis ensuite, c'est devenu positif quand même de voir comment cette nouvelle communauté-là pouvait les aider à conserver leur village. C'est sûr qu'ils savent que leur village ne ressemble pas à ce qu'eux ont toujours connu, mais au moins, ils savent que c'est entre bonnes mains, dans le sens où c'est des gens super travaillants. C'est vraiment super. Puis, j'ai regardé, j'ai pas vu ton film précédent, mais qui s'appelle Zdravé à Silné. Est-ce que je prononce bien? Oui. Oui, mais qui est assez fascinant. Ça se passe sur le plus grand stade du monde en République tchèque. Donc, et je voyais aussi que tu t'intéressais beaucoup à l'histoire, t'intéressais à ces sujets-là. Puis nécessairement, avec ton film Le Vent du Sud, il y a des liens aussi avec l'histoire. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui te touche dans ces genres de sujets-là? Parce que le stade en République tchèque, il n'est plus... les gens ne l'utilisent plus. Non, il est abandonné. Il est abandonné? Ouais. Donc, qu'est-ce qui te touche dans ces... Bien, j'ai toujours été fascinée par le temps en général, puis les moments de changement qui le ponctuent. Puis j'aime ça voir aussi comment le passé influence le présent, même le futur. Fait que j'aime ça pouvoir mettre en relation ces temporalités-là dans mes films. Par exemple, dans mon dernier film tchèque, c'est justement ça qui m'avait impressionnée quand je suis rentrée dans les lieux pour la première fois. C'était l'espèce de sentiment qu'il s'est passé tellement de choses. Puis j'aime ça pouvoir le mettre en relation avec le présent qui est ce que moi je connais. Fait que c'est vraiment c'est surtout les périodes de changement dans le temps qui m'intéressent beaucoup puis que j'aime pouvoir essayer de les mettre en relation à l'écran. Ah, voilà. Puis là, tu parles de changement dans le temps, mais t'es finissante, ça fait 1 an que tu as fini? Ouais, Changement dans le temps, là, c'est, on pourrait dire, la vraie vie de cinéaste, tout ça. Comment tu appréhendes ça, ce changement-là, d'ailleurs, dans ta vie? Est-ce que as-tu des craintes, des appréhensions? Tu dis on fonce? Je dis on fonce. Pas le choix, peut-être? Pas le choix. C'est sûr que, bon, avec la pandémie, ça a ralenti certains trucs, mais en ce moment, je suis en production d'un nouveau documentaire. OK. C'était une de mes questions, bravo, la question d'usage. Oui, qui aborde encore une fois une période de changement. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà, c'est fait avec Club Vidéo. Puis c'est ça, c'est un documentaire sur un village en Beauce qui s'appelle Sainte-Marie, qui ont été victimes d'inondations depuis le tout début de l'existence du village. Ouais. C'est super intéressant, mais avant de se laisser, on a quelques questions spéciales pour toi. D'accord. Donc, ça s'appelle les questions choix du gérant, de la gérant, appelez-les comme vous voulez. Donc, tu peux piger. OK, parfait. Pas besoin de fermer les yeux, c'est pas un tirage. Donc, je sais pas si ça t'inspire. OK. On dit que ce sera peut-être les années folles après cette longue traversée covidienne. Quelque chose de fou, de hors du commun que tu aimerais faire cet été ou très bientôt. Voilà. J'ai pas corrigé les fautes. J'avais oublié que quelqu'un pourrait lire. J'espère qu'il n'y en a pas. Mais voilà. Quelque chose de fou. Année folle. On sort, là, on est libre, enfin. C'est quelque chose qui te... Mon été est bloqué par un tournage. En fait, je fais de l'assistance à la réalisation aussi dans la vie. Puis là, je vais travailler sur le nouveau film de Ari Aster et je serai assistante de Joaquin Phoenix. Donc voilà, c'est ça qui m'attend pour cet été. C'est quand même un beau projet. Ouais, ça va être super le fun. Wow, c'est super ça. Puis, dernier truc, un autre idée de mes chers collègues. Choisis un animal qui te représente. Un animal, soit préhistorique ou non, tu peux choisir. Il y en a qui sont cachés, un petit truc. Voilà. J'ai envie de choisir la vache, mais pas pour qu'il me représente. Non, on comprend. Mais pour qu'il représente plus mon film, Le Vent du Sud. On a parlé aujourd'hui. Je pense qu'on va se laisser là-dessus et je te souhaite vraiment un super bel été. Puis on a hâte de continuer de distribuer ton film. On est certain qu'il va être dans plein de festivals. Donc, on te remercie encore pour ta présence. Merci beaucoup. C'était Océane Roux, mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup. Merci. Notre prochain invité œuvre en tant qu'artiste et cinéaste depuis une quinzaine d'années, depuis Bonne Chance, son premier long métrage tourné en Afrique.
Elle a signé plusieurs documentaires primés, dont Le Peuple de bronze et En attendant le printemps, qui a remporté d'ailleurs le prix Jutra du meilleur long-métrage documentaire en 2014. Et le film est d'ailleurs sur notre plateforme aussi. Donc, je suis très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Marie-Geneviève Chabot. Bonjour Marie-Geneviève, ça va bien? Merci Benjamin. Hey, Ça peut pas aller mieux. Je suis vraiment contente de pouvoir être là en présence. Ça peut pas aller mieux, c'est sûr, parce qu'on est tellement heureux de enfin pouvoir voir nos cinéastes avec qui on travaille. On distribue donc ton film qui s'appelle donc Le Lac des Hommes. Donc, que tu as terminé, qui a été présenté donc, au rendez-vous Québec Cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film-là? La prémisse de départ, c'est que c'est un voyage de pêche, effectivement, entre un père et ses 3 fils. C'est un peu le symbole de la relation père-fils. Et habituellement, on pense que ça peut être une tradition qu'ils font ça depuis leur enfance. Sauf que dans cette histoire-là, ils sont déjà dans la quarantaine, donc les fils sont déjà dans la quarantaine, ils sont pères eux-mêmes, et ils font ce voyage de pêche avec leur père, qui est devenu dans la soixantaine, un peu pour rattraper finalement cette absence qu'ils ont connue étant jeunes. Donc eux, ils ont vécu une séparation avec leur père parce qu'il est parti dans l'Ouest canadien. C'est assez fascinant. Justement, on se dit, bon, on peut comprendre le processus, une famille, le fils qui propose ça à son père et tout ça, mais comment les avoir embarqués, mauvais jeu de mots peut-être, mais dans le bateau, c'est comme d'être filmé, parce que d'habitude, OK, on va régler notre linge sale en famille, mais là, ils sont filmés. Le film, on peut le voir, puis c'est quand même, c'est très personnel comme histoire. Les 3 fils se révèlent, parlent de leur vie, le père, elle s'explique, se défend aussi. Comment tu les as embarqués dans cette histoire-là? Bien, c'est une bonne question, puis il y a plusieurs réponses, parce que je pense qu'un documentariste a un certain talent de tordre des bras, d'aller chercher des sujets où souvent on se fait dire, en fait, c'est des sujets un peu inaccessibles. Moi, ça m'intéressait, en fait, de pouvoir avoir accès à un univers peu accessible, peu raconté. C'est l'univers masculin qui se confie, qui a une vulnérabilité. C'est pour ça que quand moi, j'ai entendu cette prémisse-là de dire, OK, vous allez vivre ça, le père, les 3 fils, j'ai dit, il faut filmer ça, il faut dans le sens, il faut le partager, c'est beau, ça mérite d'inspirer d'autres familles, d'autres hommes. Juste au niveau humain, je trouvais ça très beau. Donc, moi, étant animée de cette grande conviction-là, quand je leur ai parlé que je voulais mettre une caméra à bord, évidemment, je me fais dire non. C'est avec raison. D'abord que sauvage de pêche entre gars. Je suis une fille, non. Et il y avait peur aussi que la caméra vienne briser ce moment-là, ce qui est tout à fait légitime. Moi, mon approche, c'était, écoutez, je trouve que c'est tellement touchant, votre démarche. Et ça peut tellement inspirer d'autres familles qui vivent exactement. On porte tous un abandon. On porte tous une séparation familiale. Je pense que ça les a touchés eux-mêmes, que leur histoire puisse C'est ça que inspirer. finalement les Et aussi, ont accepté, mon dernier élément de réponse qui est quand même important, je pense, vu que c'était ma belle famille, donc j'étais depuis longtemps. Je les connaissais, je veux dire, c'est des gens qui me faisaient confiance. Puis là, ils ont accepté. Mais ils ont accepté, est-ce que je veux revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt, parce que tu dis, bon, en ce moment, on se questionne, je dis en ce moment, depuis plus longtemps, sur la masculinité, sur qu'est-ce qu'est un homme, tout ça. Est-ce que tu penses que ce film-là peut justement nous faire réfléchir sur cet aspect-là de c'est quoi être un père, c'est quoi être un bon père? Est-ce que tu le vois comme ça? Ton film, il peut avoir un peu suscité au moins des réflexions? J'espère. J'espère. Je l'ai fait d'abord pour moi-même, donc parce que moi, c'était dans mes tripes. Je l'ai pas compris en le faisant. Et, tu sais, un documentaire, on a tellement d'obstacles. Il y a des sujets qu'on force pour qu'ils se fassent. Il y a des films qu'on force. Mais ce film-là, c'était plutôt le contraire. Il me tirait. C'était un film qui m'a tirée. Et je me suis laissée donc embarquer dans cette histoire-là. En réfléchissant pas trop au pourquoi je le faisais, mais je sentais que ça m'habitait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, sans tout analyser,
qui peut-être résonnait dans mon histoire, dans ma famille. C'est devenu quelque chose de très, très, très intime comme sujet. Je savais pas nécessairement si ça pourrait rejoindre plus large que ma famille proche. Puis finalement, dans les quelques visionnements qu'on a eus, les quelques retours que j'ai eus, c'est que finalement, tous les hommes qui ont écouté le film se sont mis à me parler de leur relation avec leur père. Et qu'à différents niveaux, ils pouvaient s'identifier. Ah, c'est comme un peu avec mon père. Ah, ça me fait penser à mon oncle. Ah, ça me fait penser à telle histoire. Puis c'était l'objectif rêvé. Là, on va le voir justement parce que ton film, on ne sait pas encore quand on va le sortir en salle officiellement, peut-être printemps prochain. Puis c'est ça, on va découvrir ton film, mais je veux pas qu'on se laisse sans la question. La question justement, choix du gérant. Tu as un budget de $1 million pour faire une scène de 1 minute. Tu as un fantasme, tu fais quoi? Je ferais une grosse chorégraphie. Ben, on a une collègue, Clotilde, qui danse beaucoup. Ben, je trouve que c'est une bonne réponse. Ouais. Puis, ton animal totem qui te représente dans tous ces beaux... Oh my God! C'est quoi tout ça? OK, ça c'est quoi? Ah, il y a beaucoup de... peut-être le pachycéphalosaure. Ben, bravo, juste d'avoir nommé le... Je connais le nom de tous les dinosaures. Ça, okay. C'est dans mes skills développés comme mère. Ben, ça va être le mien, ça. Ben, je te remercie encore. On est super contents de travailler avec toi. Puis on va découvrir ton film sûrement au printemps prochain. De toute façon, il va sortir sur les écrans. Puis c'est un film qui va nous faire réfléchir. Ah, merci. Merci d'accueillir notre cinéma comme ça. Ça fait plaisir. Ben, merci encore. Donc, c'était Marie-Geneviève Chabot. Notre prochaine invitée est née au Rwanda et a grandi au Burundi jusqu'à la guerre civile de 1993. Elle a aussi travaillé avec UNICEF sur la réalisation de plusieurs vidéos illustrant les problématiques rencontrées par les populations locales, les réfugiés nigérians et les retournés centrafricains. En 2018, elle tourne au Tchad son premier court-métrage, Amani, qui s'inspire de son expérience au Burundi. Accueillons Aléa Fafin. Salut, salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est tellement beau, la petite musique qui nous accueille. Donc, être super heureux de te rencontrer. Je t'avais jamais... Je t'ai vu en Zoom. Oui, on s'est vu en Zoom rapidement. Pendant la Zoomite aiguë de la dernière année. Donc, puis ici, on a la chance de distribuer Amani. C'est un court-métrage de fiction. Puis quand même une fiction qui flirte avec le documentaire, qui a été présenté au Festival Regard. D'ailleurs, on est super contents. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ce film-là qui est magnifique? C'est l'histoire d'un petit garçon qui est passionné par la danse et qui se retrouve dans une problématique qui remet en question un peu son insouciance et il se retrouve confronté à la perte d'innocence. Donc j'ai voulu montrer à travers les yeux d'un narrateur sa problématique en fait et voilà. Est-ce que je pourrais dire, ou ce serait mal interprété, que Amani est un peu toi par rapport à des expériences que tu as vécues dans le passé? Je pense que je serais plus le narrateur. D'accord. Pour moi, c'est plus le point de vue du narrateur, du fait qu'il, lui, est un petit peu, en fait, à travers le film, on découvre son impuissance face à ce que vit Amani. Et moi, c'était vraiment mon sentiment. Par rapport à la guerre? Ouais, voilà. Quand j'étais jeune, en fait, au Burundi, j'ai vraiment réalisé que il y avait une guerre civile qui se passait. J'avais 9 ans, j'étais très jeune. Et je me sentais vraiment complètement impuissante par rapport à la situation. Puis comme j'étais pas burundaise, donc, en tant qu'expatriés, je voyais ça de l'extérieur. On respectait le couvre-feu, on était comme dans une bulle protégée. Et pour moi, ça a été vraiment marquant de me retrouver, de savoir ce que vivaient les populations locales, mais d'être à l'extérieur de ça en même temps, alors que je vivais dans le même pays qu'eux. Et je me sentais vraiment impuissante face à la situation. Donc, j'avais envie... dans Amani, de raconter
ce point de vue-là, en fait, d'un sentiment d'impuissance où on entend la guerre, mais on la voit jamais. Et donc, voilà. Puis ta démarche est aussi très très fascinante parce que le travail que tu as fait avec l'enfant, qui n'est pas un comédien, qui a aussi de la chorégraphie qui est liée justement au film. L'enfant, donc, qui interprète, si tu veux, ben c'est ça, c'est presque dans une chorégraphie de danse, mais à moitié. Donc, comment tu as travaillé? C'est quoi ta méthode de travail? En fait, j'avais envie de sortir un petit peu de ce qui a été fait par rapport, dès qu'on parle de la guerre et qu'on est... j'avais envie... Déjà, j'avais pris le postulat d'en parler sans voir la guerre. Donc, pour moi, c'était important aussi de prendre le point de vue de l'enfant. Et par rapport à ça, comment lui, il le vivait. Puis je me suis dit, est-ce qu'un enfant est à l'aise de parler de la guerre réellement et d'exprimer comment il se sent et tout ça? Donc, non. Je suis arrivée à la conclusion que non, il ne le serait pas parce que c'est difficile pour un enfant d'exprimer ses traumatismes. Donc, j'ai voulu utiliser la danse comme un moyen d'expression. Et en utilisant la danse, j'ai comme réalisé qu'en fait, à travers le film, c'était une manière d'amener le changement psychologique que ça a amené chez lui. Visuellement. Mais dernière question après, puis est-ce que tu crois que le cinéma, à son échelle, peut changer des choses? C'est pour ça que tu décides de faire un film ou changer des choses, mais en tout cas, nous faire réfléchir? C'était un peu ça le but avec ton œuvre? Oui, ben, c'est sûr que le cinéma, pour moi, ça a toujours été plus un moyen engagé de parler de certaines thématiques qui me tenaient à cœur. Donc, j'ai vraiment voulu... À travers Amani, c'était vraiment un projet, c'était mon bébé. Hein. Puis je pense que le cinéma a cette capacité des fois de parler de sujets sans forcément, je pense pas que, je veux pas donner des cours des leçons de vie, là, mais c'est vrai que juste d'ouvrir les yeux puis de se rendre compte que il y a certaines problématiques auxquelles on ne pense pas forcément, puis qui ont un impact super important dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est ça qui me motive derrière chacun de mes films, c'est d'avoir le sentiment que je réalise un film qui parle d'une réalité qui n'est pas forcément traité toujours de cette manière-là, de mettre un visage. En fait, Amani, c'était vraiment mettre un visage sur un petit garçon qui vit la guerre. Bien, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et, petite question en terminant. Choix du gérant ou de la gérante. On ne sait pas qui a écrit les questions. On sait un peu, mais tu peux piger. Si elle ne t'inspire pas, hein, j'en prends une autre. J'en prends une autre? Ben, OK. Alors, tu as 48 heures pour aller n'importe où au Québec cet été, tu vas où? C'est comme la question touristique, donc commanditée par l'Office du tourisme du Québec. J'aurais dû aller chercher de l'argent. Nice. Où est-ce que je vais? Je pense que je vais aller aux Chutes Mont-à-Peine. Ton animal totem qui te représente? Bon, je vais aller pour le cliché, la girafe pour l'Afrique. Ouais. Bon, ben écoute, les clichés, parfois, sont les meilleurs choix. Hein. Je te remercie beaucoup. OK, merci. Alors, c'était Alia Fafin. On a été très heureux de te recevoir. Merci. On reçoit maintenant un jeune réalisateur plein de talent qu'on pourrait qualifier d'insatiable et qui ne se tourne pas les pouces. Il prend d'ailleurs une pause de son tournage pour venir nous voir. À l'âge de 26 ans, il a déjà réalisé plusieurs courts-métrages de fiction, des vidéoclips et un long-métrage. Je vous présente Emmanuel Tardif.
Hey, ben ça nous met dans le beat parce que là, je suis rendu à pas mal d'interviews. Ça faisait pas mal de verres de vin. C'est une première gazou. Oui, c'est la première gazou de la journée. Écoute, super, on est super content de te rencontrer. D'ailleurs, tu viens de quitter un tournage, comme je le disais à l'instant. Tu étais sur quoi? Tu travaillais sur quoi aujourd'hui? En fait, je suis réalisateur, mais je suis aussi producteur. J'ai démarré la boîte de production Les Rapailleurs. Puis avec Laurence Wells, on produit un court-métrage qui s'intitule La trilogie des Tétards de Leonardo Giovinazzo. Puis on tourne ça en ce moment à Pierrefonds. Fait que j'ai pris une petite pause du tournage pour venir vous voir. Ah, ben c'est super. Peut-être si on a le temps, on en reparle des Rapailleurs, mais c'est le fun parce que nous, on t'a connu chez F3M avec ton film Speak Love. Ouais. Un film onirique, assez singulier. En tout cas, j'en dirai pas plus. Vous pouvez aller le voir sur la plateforme f3m.ca. On te reçoit aussi pour que tu nous parles de ton prochain long-métrage de fiction qui est en post-production, ou en tout cas presque terminé, qui s'appelle Soumission. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est un autre film? Moi, j'ai vu la version non finie, là, non colorisée et tout. Mais c'est un autre film assez singulier, assez spécial. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'est un film très différent de Speak Love, mais tout aussi singulier. Speak Love était complètement onirique. Soumission, on passe un peu d'un style à un autre. Le film commence dans une ambiance extrêmement réaliste, un peu de cinéma direct. On commence dans une séance de médiation familiale. Le contexte du film, c'est qu'après la rupture d'un couple causée par la mère, le père décide de séquestrer le fils sur leur terrain de campagne et d'empêcher la mère de le voir. Donc, on commence dans la séance de médiation familiale et on voit très bien que les deux parents sont complètement incapables de communiquer. Ensuite, on part avec le père rejoindre le fils sur le terrain de campagne et on voit le père, en fait, qui est complètement silencieux, incapable de s'exprimer, qui est vraiment dans un délire, jusqu'à même entendre des bruits étranges dans le ciel. Et on voit son fils aussi qui est très déconnecté, qui l'observe un peu à distance, de manière très insensible. Ouais. Et donc le film commence dans une ambiance réaliste et migre vers quelque chose de plus onirique, de plus surréaliste. C'est un film hyper intéressant, puis c'est pour ça qu'on est content de travailler avec toi. Puis t'es allé chercher des acteurs quand même qui est assez intéressants. Martin Dubreuil qui fait le père, pour commencer. Ouais. C'est comme Martin Dubreuil qu'on connaît pour qui collectionne surtout en court-métrage, mais dans un... C'est le fun. Pourquoi t'es allé chercher Martin Dubreuil? Ben moi, je suis un fan de Martin Dubreuil. Puis le film aussi, comment il a été fait, c'est assez particulier. C'est le fun d'être avec les F3M parce qu'il y a une ambiance un peu documentaire dans la manière qui a été fait. Dans le sens où j'ai pas trop expliqué ce qu'il y avait derrière l'histoire aux comédiens. Je voulais vraiment qu'ils soient présents au moment du tournage, tout en ayant, moi, une idée très claire de ce que je voulais faire puis d'où je voulais les emmener. Fait que comme Martin aime plonger dans des univers assez particuliers, se lancer un peu dans le vide, on a discuté, je lui ai parlé un peu du projet. Je pense que les aspects un peu surréalistes du film lui ont beaucoup plu. On a vraiment connecté, on s'est bien entendu, donc il a plongé là-dedans sans poser de questions. Il savait absolument rien de son personnage. Ouais. Puis il nous a suivis, puis c'était un plaisir, surtout pour un film qui est quand même un peu contemplatif aussi. D'avoir un comédien avec cette gueule-là, c'est assez inspirant. Puis les autres acteurs, on a Charlotte Aubin, qui joue la mère, qui est formidable. Félix Grenier, qu'on avait vu dans le court-métrage Fauve, c'est ça, qui est vraiment incroyable, qui a une gueule de terre vraiment absorbante. Tu nous parlais des Rapailleurs un peu plus tôt, ta nouvelle compagnie de production, puis j'aime beaucoup l'ambiance, justement, que tu as dit que tu es avec des collègues un peu de ta génération. C'est pourquoi avoir décidé de fonder cette boîte de production-là? Tu disais, peut-être je vais être mieux servi par moi-même qu'aller travailler avec d'autres producteurs. C'est quoi l'objectif? Je pense que oui, mais en même temps, j'ai parti la boîte avec deux filles, Marie-Hélène Bédard, qui s'occupe plus de l'administration, puis Laurence Wells, qui est vraiment une productrice, donc je travaille avec elle quand même. Mais à la base, je pense que c'était, en commençant dans le milieu du cinéma, j'avais comme une soif de trouver une manière de produire qui est appropriée pour chaque projet créatif, et non pas de simplement faire entrer un scénario dans un moulin de production, là, sans vouloir réduire les autres productions aucunement. Mais j'avais quand même cette passion-là d'essayer d'inventer une manière de travailler un film, de le concevoir, de le produire, etc. Fait que ça, c'était l'idée à la base. Puis en fait, Soumission, je l'ai comme produit moi-même. Le film s'est fait de manière légèrement improvisée, disons. Et ça s'est comme très bien passé avec mon équipe que j'ai bâtie au fil des projets. Donc ensuite, ça s'est comme concrétisé. J'ai fait un 3e film l'été passé sur lequel j'ai rencontré Laurence Wells. Puis on a démarré Les Rapailleurs. Elle m'a parlé de plein d'autres cinéastes qu'elle connaissait. Ouais. Je pense que c'est
par-delà l'idée, justement, d'adapter des productions à des projets créatifs puis à des cinéastes qui ont des manières de voir un peu singulières. Soumission, on ne sait pas trop quand il va sortir, peut-être à l'automne. En tout cas, c'est sûr qu'il va être dans plein de festivals, j'en suis certain, parce que tu as une touche particulière, ça, on ne peut pas te l'enlever. Mais avant de se quitter, la question du gérant ou de la gérante, J'ai peur. Ça t'inspire. Il n'y en a plus beaucoup, mais... Ça m'inspire. Question jardin secret. Un plaisir cinématographique ou télévisuel estival coupable. Genre les Fast and Furious. Ah, Moi, OK. je me sens bien parce que je les écoutais quand j'étais jeune. Quand je les réécoute, je suis comme, tu sais, voilà, j'ai capable d'avoir du jugement, mais il y a quand même une partie de mon cerveau qui se dissocie du jugement puis qui est juste bien dans cette nostalgie-là. C'est bon parce que la Formule 1 a été annulée cette année. Tu peux regarder, tu peux regarder des films Fast and Furious. Et ton animal totem qui te représente? Mon animal totem. Écoute, je les connais pas tous. Je suis assez nul en dinosaures. J'ai pas la passion de Georges Saint-Pierre, mais je te dirais que je vais prendre le petit félin, là. Je sais pas trop c'est quoi. Mais Ouais, on sait pas ça. Guépard, peut-être? c'est on ça, sait genre pas. guépard. Mais je suis très félin dans la vie, fait que je vais te prendre félin. Ben écoute, c'est un bon choix. On te souhaite des belles soirées. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Félines. Des belles Écoutez, soirées des belles soirées C'est félines. une grande finale. Et voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Emmanuel. Donc, puis on se recroise bientôt. Puis bon tournage. On te laisse aller à ton travail. Yes. Alors, c'était Emmanuel Tardif. Merci beaucoup. Donnez-moi 3! Donnez-moi M! F3M! Jardin secret! F3M! Jardin secret! F3M! Jardin secret! F3M! Notre prochaine invitée est une réalisatrice qui a ses racines à Montréal et son cœur à Rio de Janeiro. Elle parcourt le monde avec sa caméra pour tourner des films liés à la justice sociale, aux droits humains et aux migrations. Le documentaire est pour elle un art de la rencontre qui vise à bâtir des ponts entre les êtres humains. Alors, c'est magnifique comme biographie que j'ai volée tout simplement sur le site d'Émilie. Hein? J'ai fait mon travail un petit peu rapidement, mais on est tellement content de recevoir donc Émilie Beaulieu-Guérette. Wow, un party de maracas pour Hey, l'occasion. écoute, ben, c'est juste pour toi, hein? Oui, ça me convient. 2 maracas, c'est déjà un party. Absolument. Ben oui, c'est ça. Donc, en tout cas, on est vraiment... Ça fait une éternité que je t'ai pas rencontré, hein? Ça fait un petit bout. Donc, Je pense qu'on habite dans le même quartier et qu'on se croise C'est dans vrai. la rue de façon inopinée. quand j'ai acheté du pain l'autre jour. Mais on te connaît, Émilie, tu as réalisé L'autre Rio, qui est distribué par les Films du 3 mars. Mais là, tu produis un nouveau film avec Colonel Film, et on est super contents. Un film qui est en début, même pas en début de tournage, en tout cas, tu vas nous en parler un peu plus, qui est une co-réalisation avec Peggy Nikunga, j'espère que je prononce bien, c'est pas si mal, et qui est un personnage aussi de ton film. Donc, tu fais un film sur quelqu'un qui est aussi la co-réalisatrice. Absolument. Absolument. Ben, ça me fascine. Non, mais c'est vraiment assez spécial. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton film puis un peu comment ça va se passer dans cette espèce de travail un petit peu inusité là, qu'on voit rarement, si tu veux, en documentaire? Oui, certainement. Donc, c'est un long métrage qui est en cours de tournage. On a 8 jours de tournage effectués OK. jusqu'à présent. Ça s'intitule L'Audience et ça raconte le parcours d'une famille de demandeurs d'asile congolais qui sont installés à Montréal et qui sont en attente de leur statut de réfugiés. Donc, ils sont venus au Canada par une route migratoire assez périlleuse et clandestine. Ils ont quitté le Congo, ils sont passés par le Brésil et ils ont remonté les Amériques à pied et en bateau et en bus et à cheval, etc. Mais ils ont traversé 11 frontières de façon clandestine pour venir demander l'asile ici. Et Peggy, c'est la protagoniste principale et elle a un parcours, elle, comme journaliste et comme actrice au Congo. Donc, quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé que son histoire était extrêmement poignante, mais aussi que je trouvais que c'était intéressant de mettre à profit, dans le fond, sa réflexivité puis son parcours intellectuel, en fait, pour qu'elle soit à la fois devant et derrière la caméra, ce qui est un beau challenge. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des craintes qui sont liées à ça?
Bien, en fait, moi, c'était une intention que j'avais dans ma pratique de vraiment un peu décoloniser mon approche et puis d'avoir une approche la plus inclusive possible. Donc, j'ai proposé à Peggy assez rapidement de l'inclure dans le processus. C'est sûr qu'il y a des vrais challenges du type, ce n'est pas son métier principal et c'est le mien. Et elle a aussi un job à temps plein. En fait, Peggy est arrivée ici il y a maintenant presque 3 ans. Elle travaille dans une garderie. Donc, elle a un travail à temps plein et 3 enfants à la maison. Donc, je dirais que l'enjeu principal, c'est surtout un enjeu de temps. Parce que ça se passe assez bien. On est aussi vraiment des amis. On est devenus amis à travers ce processus-là. Donc, c'est assez organique. Les décisions se prennent de façon assez smooth. Mais c'est l'enjeu du temps, en fait, qui est réellement difficile. Mm-hmm. Mais pour le reste, ça va bien se passer. Mais c'est assez fascinant. Ça veut dire qu'elle est ici depuis 3 ans, mais elle attend toujours son audience. Exactement. Donc, d'où le titre du film. D'où le titre. Puis on sait, bon, pour savoir si on va pouvoir avoir, justement, être accepté, il y aurait des risques si on ne croit pas son histoire ou si on pense qu'elle n'est pas là pour les vrais motifs, qu'elle pourrait même être renvoyée dans son pays. Donc, c'est un moment... C'est assez fou de se dire que pendant 3 ans, quelqu'un peut être ici au Canada et pourrait peut-être être malchanceuse puis être envoyée donc dans son pays. Oui, elle l'a dit elle-même. Elle dit on vit comme en suspens. Ouais. En fait, puis ce moment-là va vraiment être décisif pour eux. Là, ils ont eu une date d'audience, ça va être au mois de septembre. Donc, on a obtenu aussi l'autorisation de la part de la Commission du statut du réfugié pour pouvoir filmer l'audience, ce qui est super rare parce qu'habituellement... C'est vraiment rare, j'y croyais pas. Ben, félicitations. Non, mais bravo. J'étais comme... Comment avoir les autorisations nécessaires? Bien, bravo à votre équipe de colonels puis à toi, parce que c'est vraiment pas évident de filmer ce type d'audience-là. Je pense que ça va être merveilleux de pouvoir merveilleux peut-être intense, mais de découvrir ce qui se cache derrière. C'est justement lors de ces rencontres devant le commissaire, là, pour les gens qui demandent à recevoir l'asile. Mais je pense que c'est une réalité à laquelle on n'est pas très sensibilisé en général au Québec, au Canada, parce que c'est vraiment justement des audiences qui habituellement se passent à huis clos. Donc, c'est quand même difficile d'avoir accès à ça, mais c'est un vrai stress et ils portent le fardeau de la preuve. C'est eux qui doivent prouver que c'est bien eux et que cette histoire leur est bien arrivée et que les allégations puis les dangers pour leur vie sont bien réels. Mais c'est difficile parce qu'ils doivent finalement amener devant un juge, un commissaire, des événements qui sont très traumatiques et l'avenir de leur famille dépend de ce moment-là. Donc, c'est effectivement... non, mais ça va être bien de découvrir ça, puis il faut comprendre comme Québécois, Canadiens, c'est quoi le mécanisme qu'il y a derrière, parce que des fois, ça reste flou pour les gens. Puis là, je pense que grâce à ton film, ça va devenir peut-être plus concret. Là. Donc, en tout cas... C'est l'intention. Puis est-ce que, justement, quand tu fais des films, bon, je t'ai dit un peu en bio, tu as comme... Peut-être est-ce que toi aussi, tu veux un peu changer le monde parce que tu trouves qu'il y a des injustices? Est-ce que tu vois tu vois ton rôle de réalisatrice comme pas une guerriero, je sais pas dire, tu veux changer le monde d'une certaine façon? Bien, ça serait peut-être un peu prétentieux de dire changer le monde. Je pense qu'on ne change pas le monde avec un film, mais par contre, je pense que je me vois comme une passeuse, une bâtisseuse de pont, là, dans le sens où j'aime penser que je contribue à amplifier des voix qu'on entend peu dans les médias mainstream. J'aime penser que les gens peuvent être sensibilisés à justement différentes problématiques à travers les films. Mais je pense aussi au-delà du résultat du film, je pense à tout le processus. Je pense que chaque geste qu'on pose dans la vie a un impact dans le monde, qu'on en soit conscient ou pas. C'est pour ça aussi que j'ai proposé à Peggy qu'on réalise le film ensemble et qu'elle fasse vraiment partie du processus pour que la famille soit pas que l'objet d'un film, mais qu'ils soient vraiment des agents de décision, des agents créateurs de leur propre histoire pour qu'ils soient aussi vraiment actifs dans la façon dont on va raconter cette histoire-là. Je veux pas te laisser sans une petite question, choix du gérant ou de la gérante. Yes, je pige. Ou de la gérante ou dans la Coupe choix Stanley. Du gérant. Oui, dans la Coupe Stanley, on va gagner la Coupe. Un fait marquant qui t'a inspiré la voix de cinéaste. L'année 2001, je passe un été de bohème à Édimbourg, en Écosse. J'assiste à l'exposition Migration de Sébastien Salgado, qui est un photographe brésilien qui a accompagné plusieurs populations migrantes à travers le monde avec ses photos magnifiques en noir et blanc. Puis là, j'ai un déclic de vie. Hein? Puis ton animal totem. Yes! Mon vrai animal totem, c'est un ours. C'est-tu un ours? C'est un ours! Yes! Le voici, l'ours noir.
Alors, ben oui, pour ceux et celles qui me connaissent, moi, je suis assez spirit dans la vie. Je suis un petit peu sorcière aussi. Ouais. Et ben voilà, j'ai souvent participé à des cérémonies avec des femmes autochtones. Et un jour, on m'a révélé que mon animal totem, c'est l'ours. On a été vraiment heureux de te rencontrer, de te revoir, Émilie. Puis on se croise peut-être proche de la boulangerie ou je sais pas, ou ailleurs. Mais sinon, pour ton prochain film qu'on va suivre, donc c'était Émilie Beaulieu-Guérette. Merci encore, Émilie. Merci infiniment. Merci. Bon été. Mon prochain invité est le cinéaste spécialiste des films d'été avec ses fameux Contes du Myland, Un amour d'été et La rivière cachée, entre autres. Il a fait beaucoup d'autres choses. Et il est un des cinéastes, je crois, le plus sympa de la communauté du documentaire. Un gars qui a vraiment aussi beaucoup de talent. Et j'ai nommé Jean-François Lesage. Salut Jean-François, ça va? Je suis content de te voir. Hey, t'es proche? Mais Comment oui. ça va? Ça va bien? Oui, et puis ça va super bien parce qu'en plus, Jean-François, on est sous un conifère. C'est pas vraiment un sapin, OK. mais t'es mon dernier invité, donc t'es mon cadeau sous le sapin, Jean-François. Oh! Ouais, c'est vrai. Oh! Puis bon, C'est qui dit... plaisir. Tu sais, excuse-moi, on est rendu après quelques verres de vin, hein, Oui. on fait les blagues qu'on peut. Mais puis j'ai dit dans ton introduction que tu étais le cinéaste des films d'été. C'était un peu court, tu as fait d'autres films aussi. Mais tu as fait beaucoup de films d'été. Et là, tu nous reviens avec Prière pour une mitaine perdue, un film filmé la nuit pendant l'hiver. Ouais. T'étais tanné de l'été, toi, genre le beau temps, filmé dans des belles conditions, tu t'es dit non, j'ai trop fait ça, j'ai besoin d'un nouveau challenge? J'étais pas tanné de l'été parce que j'aime vraiment cette saison-là quand même. Je suis né un jour d'été aussi. Mais je sais pas, dans notre cinématographie québécoise des années 60, les films d'hiver sont tellement extraordinaires, tellement inspirants que je me disais, il faudrait s'essayer à tourner l'hiver. Alors, sur papier, c'était très beau, là, écrire tout ça, mais une fois qu'on tourne un film l'hiver, c'est vraiment exigeant pour les équipes et, Ben ouais. et pour tout le monde. C'est vraiment intense. C'est pas... tu me donnes le choix entre retourner autour de la rivière cachée et retourner l'hiver à Montréal la nuit. Puis dans ton film Prière pour une mitaine perdue, donc là, tu continues d'explorer un peu l'âme humaine. Puis je trouve ça, c'est ça qui me fascine un peu, puis je pense que ça fascine beaucoup de personnes dans ton cinéma. On dirait que tu es capable de te rapprocher des gens, t'es capable, ils se confient avec toi. Je pourrais même dire, tu es le José Lito Michaud du documentaire, pour ceux qui connaissent la référence. Mais puis c'est difficile, Ouais. ça. Est-ce que comment tu travailles pour pouvoir avoir ces confidences-là, pour que les gens ils se sentent prêts à te parler de cette manière-là? Bien, d'abord, c'est sûr, c'est ça. Moi, j'adore ça, la confidence. J'adore ça, découvrir d'autres vies qui se déroulent en parallèle à la mienne. Puis le fait de faire des films, ça te donne le droit tout à coup d'avoir une petite équipe et tout ça, d'aller parler à n'importe qui, d'aller frapper à toutes les portes. Et ben c'est ça, mais ça arrive pas comme ça à chaque fois non plus. Je veux dire, les gens qui veulent pas trop se livrer, qui sont pas dans le film, parce qu'à chaque fois, il y a quand même un grand échantillonnage de rencontres, mais c'est pas à chaque fois qu'on réussit à avoir tous ces éléments qui font que tout à coup, il y a vraiment un moment magique avec des personnes et des confidences et une confiance avec l'équipe, etc. Mais je recherche ce genre de moments-là, c'est sûr. Parce que c'est ça, dans Prière pour une mitaine perdue, les gens, ils se souviennent, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont perdu de plus important dans leur vie ou une des choses les plus importantes. Puis là, ils commencent à... Ouais. Puis bon, Qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver? Qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver? Puis tu utilises ouais. aussi le subterfuge des objets perdus à la STM, que les gens ont perdu des objets. Puis... Mais justement, tu vas c'est dans la finesse aussi de ce que les gens peuvent te confier qui sont... Puis, en tout cas, il y a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup. Mais ça, c'est intéressant parce que le fait qu'on parle d'abord d'un objet perdu parce qu'on a tourné à la STM, dans le bureau des objets perdus, bien, tout à coup, il y avait un objet concret. Merci d'utiliser nos accessoires parce qu'on ne savait pas quoi faire encore avec. Transitoire, puis là, tout à coup, ça peut déclencher la parole. Tu sais,
Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver un terrain où ça va être possible d'avoir une belle conversation, puis des belles confidences, puis des réflexions authentiques? Bien, ça m'intéresse de voir par quel chemin il faut passer. Puis c'est pas toujours le même chemin, puis il y a toutes sortes d'approches possibles. Et puis... Mais j'aimerais aussi que tu nous parles, je sais pas si tu peux en parler, de ton prochain film. D'accord! Parce que c'est un peu un film qui est lié à ton parcours. Tu habitais en Chine. Tu parles, je sais pas si cantonais ou chinois. Je parle mandarin. Tu parles chinois, tu as travaillé en développement international en Chine, tu es revenu à Montréal. Ton film, dont tu t'inspires un peu de ton expérience, si tu veux, ton background en Chine pour ton prochain film, est-ce que tu peux en parler ou c'est secret défense? Je vais en parler, mais c'est encore... c'est fragile, tout ça, c'est quand même encore dans l'incubatoire. Alors, ben oui, j'ai vécu 6 ans en Chine. Et puis, j'ai aussi travaillé 5 ans sur la question des droits humains en Chine. Puis, j'avais hâte d'avoir une espèce d'occasion où je pourrais comme mettre cette expérience-là avec mon expérience de cinéaste. Une fusion de ces 2 expériences-là. Et en Chine, bon, j'ai appris le chinois. J'ai eu moins d'occasion de le pratiquer qu'avant, mais ce qui m'a donné le goût d'apprendre le chinois, c'est des soupers avec plein d'artistes chinois qui se terminaient très tard la nuit, où la première heure, tout le monde rit. Je veux tellement comprendre qu'est-ce que les gens... c'est quoi les blagues? Ça a l'air tellement drôle. La deuxième heure... tout le monde pleure, je veux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Puis la troisième heure, tout le monde se fait des hugs. Et... Alors ça m'a vraiment motivé pour continuer l'apprentissage de la langue. Et je veux reproduire dans mon prochain film une soirée comme ça, mais entre 2 artistes chinois, 2 exilés, 2 dissidents, un peintre, un écrivain, et reproduire et faire comme dans mes autres films, c'est-à-dire tourner plusieurs nuits, mais faire une nuit avec tout ça d'une grande intensité. Alors, c'est ça mon prochain projet. Mais en tout cas, on a hâte parce que on voit tout de suite, on voit les liens avec tes films précédents, comme tu disais. Puis, on imagine ces genres de soupers-là qui vont... C'est un peu dangereux, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'alcool qui est lié, mais pour le réalisateur, peut-être que ça va aller. Mais je me suis dit qu'il va y avoir des soirées alcoolisées, des soirées non alcoolisées, je sais pas. On va varier entre les deux sens. Mais pour avoir la confidence... Sans ça, je veux pas une espèce d'apocalypse nord, comme le tournage. Je sais pas, ou d'autres tournages qui se sont mal déroulés dans l'histoire du cinéma. Mais c'est cliché, mais l'alcool, nécessairement, amène aux confidences, puis on y échappe pas encore aujourd'hui, mais... Je veux pas qu'on se laisse sans la question de la gérante ou du gérant. Oui. Ah, ben écoute, il y en a juste... C'est la dernière. OK. Si tu peux piger. Mais... OK, c'est bon. C'est long. OK, un artiste, cinéaste, écrivain, musicien, danseur dont la démarche t'inspire. Bon, je vais aller avec un cinéaste. Hou Hsiao-hsien, parce qu'on parlait de la Chine, mais il y a aussi Taïwan. Et Hou Hsiao-hsien, c'est un grand cinéaste taïwanais. Et il y a son DOP, Mark Lee Ping-Bing. Et puis eux, ils sont comme... je sais pas si ça vient de Hou Hsiao-hsien ou de Mark Lee Ping-Bing, ou en tout cas de cette collaboration-là, mais les deux, ils aiment ça, filmer des feuilles qui bougent dans le vent, comme ce qu'on voit derrière le jardin ici. Donc, c'est des gens qui prennent le temps de faire les choses et qui... Ils sont pas pressés, ils vont rester devant les feuilles de cet arbre pendant de longues heures. Et bon, ça va peut-être faire une séquence de 6-7 minutes, mais j'aime beaucoup leur approche. Ton animal totem, sinon, pour te représenter? Moi, je préfère cette petite chose ici. J'imagine que c'est un ours, hein? Écoute, bonne question, Ça me fait mais... penser au cinéaste François Jacob, un petit peu. Écoute, on salue François qu'on distribue ses films. Ça a été un plaisir de te rencontrer encore. Excellent, merci Benjamin. Salut Jean-François. C'était Jean-François Lesage. Notre émission tire déjà à sa fin. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un honneur. Je remercie encore mes collègues avec qui j'ai l'immense plaisir de travailler. Ici au saxophone, Sylvain Lavigne, et qui nous a aussi prêté sa cour. Merci beaucoup, Sylvain. Clotilde Vatrinet, qui travaille depuis 10 ans avec nous. Merci, Clotilde. Merci aussi à Alice, qui nous accompagne, ainsi que Léa. Voilà, on a une équipe formidable. On est tellement heureux de travailler avec toute cette belle gang.
Donc, merci beaucoup aussi à la caméra, Benjamin Dourdet, qui est juste en face de moi. Alors, merci pour ce super travail. À la prise de son, Jean-François Casey, super cinéaste et membre aussi de F3M. Je vous souhaite tout ce que vous voulez cet été. Je vous souhaite des baignades dans les parcs, dans le fleuve, être étendu sur la plage, sur le gazon, genre des barbecues entre amis. Ça nous a manqué. Et je vous souhaite des French kiss, si vous voulez, hein, des French en masse. Je pense que ça nous manque aussi, donc. Alors, passez un bel été. Surtout F3M vous dit... On vous aime!